un ambassadeur de carrière et nous nous connaissons depuis 68. Le temps passe. Quand j'étais recteur du séminaire moyen de Bourassia en 70, et lui était parmi les 4 responsables du séminaire. Il y avait un système de leadership qui s'appelait les responsables. Et puis, à l'école normale supérieure, j'ai eu le bonheur d'être avec lui pendant 4 ans d'enseignement. Et puis, on a animé beaucoup la GEC ensemble. Il a présidé au plan national avec beaucoup de doigté. Et on est ensemble depuis longtemps. J'ai toujours admiré comment il a joint toujours l'intelligence et la sagesse. Toujours. Et puis, Ushingadai, Janamuheads, Join Bihabash, Janamuheads. The gold. Et après, il m'a remplacé comme président du Conseil national de Washingadai. Et lui-même vient d'être remplacé par Sibomana. Alors, je voudrais vous lire en terminant la présentation. Je pense que je ne viole pas un secret puisque c'est une carte de visite. Balthazar m'a envoyé des documents qu'il me devait en me mettant cette carte de visite comme il est de coutume. Et je vous lis ce qu'il y a. Balthazar a commencé, il a décidé d'être fin carrière en menant beaucoup d'activités qui sont plus ou moins conformes avec ce qu'il faisait avant. C'est pour dire comment il y a un art de préparer sa vieillesse que je vous recommande vous aussi. Alors, donc, République du Burundi, ambassadeur Balthazar Habonimana, président honoraire du Conseil national de Washingadai, facilitateur et consultant, adresse, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme consultant? Facilitation des conférences, pour que vous puissiez un jour profiter de son expertise si vous en avez besoin. Hein. Facilitation des conférences, séminaires et ateliers, élaboration, traduction des rapports et autres documents, etc., avec une abréviation que je ne comprends pas. Expertise en diplomatie, coopération et relations internationales, expérience en prévention, gestion et résolution des conflits. Des conflits, oui, tout à fait. Bushingadai, quoi. C'est très bon. Et puis il termine, last but not least, pour vous dire, pour faire malin un peu, maîtrise en genre, institutions et société. Donc il a fait un master en genre du reste, et donc il est master en genre. Moi je risque de l'appeler pour notre institution de Washingadai, Monsieur le genre dans l'institution de... dans l'institution de Washingadai. Non, c'est pour vous dire en plus qu'il est galant, en plus. en plus. Donc c'est pour vous en informer, pour que vous puissiez un jour, si quelqu'un a besoin de ces services, il sache que ceci existe. Et c'est très bon. Et je vous remercie, Balthazar, surtout de préparer ton vieillissement. Il prépare son vieillissement. Il ne commence pas à vieillir encore. Il prépare son vieillissement ainsi. Ça, c'est vraiment, c'est à louer et je vous le souhaite aussi. Donc, je lui donne la parole. Alors, chers amis, oubliez tout ce que M. l'abbé Adrien vient de raconter pour que nous puissions nous concentrer sur le travail de ce matin, mais tout en le remerciant de m'avoir présenté. Et je voudrais d'abord m'excuser pour une chose, c'est de n'avoir pas pu être de votre pour pouvoir bénéficier de la présentation de M. Jean-Marie Ngendahayo au sujet des origines du Rwanda Rushatsi.
Et curieusement, c'était le 28 novembre 2020. Alors, le 28 novembre, pour les plus jeunes qui ne le savent pas, c'était la date de l'inversement précisément de la monarchie et par le capitaine Michombero. Et c'est à cette date qu'il a présenté donc les origines. Le savez. Donc j'avais été pris par certaines contraintes. L'orateur du jour vous a beaucoup appris en tant que petit-fils du célèbre chef Baranyanga, détenteur privilégié et de grands secrets et traditions de la cour royale. En ce qui me concerne, j'ai été réellement comblé de la partie que j'ai pu écouter. Il existait au Burundi des mémorialistes à Banyamabanga pour la conservation de l'histoire et des traditions orales sur la dynastie des monarques burundais, et comme on l'observe au Rwanda. Et pour le cas de notre pays, ce sont les Banyamabanga de la dynastie des Bega d'origine d'abord, et puis celle des Baganwa créée par le roi Ntare Rushatsi, dont question. Les Bami sont restés détenteurs et gardiens du code historique, dont certains fragments ont été remaniés et sous la dynastie Ganwa. Néanmoins, on observe que les birs du Rwanda, personnellement, c'est l'observation en tout cas que j'ai faite, paraissent plus rigoureux et plus professionnels que les mémorialistes du Burundi. Peut-être ceux qui ont pu lire un certain nombre de documents vont pouvoir confirmer ou infirmer cela. J'ai particulièrement appris l'existence de la dynastie des Bega, en ce qui me concerne, qui a précédé celle des Bagadois. Alors, dans le livre de Charles Baranyanga, il nous parle des rois Mwezi Kayobera, et il donne même une date de son règne probable, 1320 à 1350, et ce que Mutaga et Mwambutsa, dans la période de 1350 à 1380. Mais le règne ne relate aucun fait digne de mention, d'après ce que j'ai pu lire dans les documents. L'interrègne qui règne entre la disparition de la dynastie des Bega et l'avènement de Ntare Rushatsi nous révèle aussi la tentative infructueuse de la fondation d'une autre dynastie, celle des Bahinda. Je pense qu'il y a certainement des Bahinda parmi vous et qui devraient savoir qu'à un certain moment, il y avait une tentative de création d'une dynastie des Bahinda. Je vis avec des Bahinda, et donc dans ma région, et qui sont des gens que nous respectons beaucoup et qui sont très aimables. Les rivalités entre Ruhinda et Ntare Rushatsi ont été mises à terme par la victoire de ce dernier. Un fait plus important à relever encore à la confirmation, donc dans cette présentation de Jean-Marie, un fait qui m'a attiré vraiment mon attention, c'est que Ngoma, fils de Sachega, aura été, et je cite explicitement ce que dit Baranyanga, le meilleur fleuron de l'école de Bashigantahe, qui fournira au pays d'excellents juristes de l'actuel droit coutumier qui a affronté sans complexe le code de Napoléon, qui est une compilation résumée de leur science juridique. C'est vraiment un compliment qui m'a beaucoup plu. On avait seulement retenu jusqu'à présent que le mérite de la fondation de l'institution de Bashigantahe revenait uniquement à Ntare Rushatsi, et avec la fameuse légende de Sabandari, et que la plupart d'entre vous connaissent. Mais l'on voit que Sachega, considéré comme dernier descendant de la dynastie Mwega, avait été donc le premier à se spécialiser dans le droit. Et au moment de l'élaboration de mon exposé, je me suis demandé réellement ce qui me reste encore à dire sur les origines de Ntare Rushatsi Chambarandama, alias Biti Rushonje Ruzukira. Ce sont d'autres appellations
que les gens n'ont pas l'habitude souvent d'entendre, alors que Charles Baranyanka en parle bien dans son ouvrage. Les orateurs qui ont abordé ce sujet avant moi en ont révélé pratiquement les différentes versions susceptibles d'apporter comme un éclairage sur son personnage emblématique. Imbere ya Ntuze ya Jean-Marie hariho abandi bari bashikirize des exposés zihambaye zibivuga neza, des jeunes parmi vous et dont j'ai beaucoup apprécié donc la lucidité. Alors, le livre principal consulté en ce qui concerne mon travail est celui d'Alexis Kagame, en abrégé de l'ethno-histoire du Rwanda. C'est le premier tome et vous allez le trouver dans les éditions universitaires du Rwanda et Butare 1972. Les références pour les universitaires, c'est toujours important à saisir. Et du même auteur, une copie de la chronologie du Burundi dans les genres de l'ancien Rwanda, qui a été distribuée à une vingtaine de personnes d'entre vous. C'était en fait une conférence que ce savant rwandais avait animée ici, sans doute sur l'invitation de M. l'abbé Adrien. Et pas officiellement, mais soit. Je pense que c'était dans les années 72. Voilà. Et le deuxième ouvrage qui m'a été une source précieuse de connaissances est celui d'Apollinaire Muvunanyambo. Dans son ouvrage écrit en Kinyarwanda, Umurage w'amateka y'u Rwanda, Gakondo, Amoko Gakondo ku ngoma renge. C'est assez compliqué. Alors, ça date de 2014. Il indique notamment la période du règne de roi Dondala Rushatsi en parallèle avec la chronologie de la dynastie Nyiginya. Et en troisième lieu, je ne pouvais pas bien sûr ignorer l'ouvrage de Charles Baranyanka, même si Jean-Marie en avait déjà parlé. Donc le Burundi face à la croix et à la bannière, qui est sorti à Malines en octobre 2009. Malines, c'est en Belgique. Et alors, Jean-Marie s'est beaucoup inspiré de cet ouvrage. Je ne veux pas beaucoup, donc m'y attarder. Alors, en ce qui me concerne, je vais surtout parler de la chronologie du Burundi dans les genres littéraires de l'ancien Rwanda. Et là-dedans, je parlerai surtout des principaux genres littéraires de base relevés par Alexis Kagame, parce que si on ne connaît pas ça, on ne peut pas savoir d'où il a tiré l'histoire. C'est pour cela que j'insiste là-dessus. Alors, en deuxième lieu, l'existence de Banyamabanga liée aux fonctions diverses du Burundi. Et je vais kubenga uno munsi yava ari ingora. Nico mwogira ni ikiriko nakora. Alors, le deuxième chapitre, il va porter sur les origines dynastiques du Rwanda et du Burundi, mais d'après les sources rwandaises. C'est ça qui est donc le plus important et le plus innovant et donc dans cette communication de ce matin. Et là-dedans, nous allons parler de l'existence de nombreuses dynasties claniques avant la réunification du royaume du Rwanda. Je ne vais faire que les citer uniquement pour montrer qu'avant la dynastie Nyiginya, il y avait d'autres royaumes avant la création du Rwanda tel qu'il se dessine aujourd'hui. Et deuxièmement, les origines de la dynastie Banyiginya, fondatrice du royaume du Rwanda, et en fait les origines de la dynastie Ganwa du Burundi. Et c'est en ce moment que vous serez donc plus intéressés. Et puis enfin, le dernier point, ce sera pour conclure. Vous savez que l'abbé Adrien Nabona, lorsqu'il nous a soumis ce devoir, il avait posé un certain nombre de questions sur lesquelles nous devions fixer notre attention. Savoir qui était réellement Ndale Rushatsi, d'où qui était-il né, qu'est-ce qu'il a fait, avait-il des enfants pour assurer la succession,
quels étaient ses rapports avec Kiranga. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Je pense que c'est au terme de notre présentation, nous allons voir en relation avec les autres exposés qui ont déjà été faits, si réellement on est parvenu et donc à répondre à ces questions qui nous avaient été posées. Alors, commençons donc par le premier chapitre de la chronologie du Burundi, des origines de la chronologie du Burundi dans les genres littéraires de l'ancien Rwanda. Alors, il convient d'abord de souligner l'importance des traditions orales dans la reconstitution de la chronologie parallèle du Rwanda face à celle du Burundi, comme nous le montre Alexis Kagame dans la conférence que j'ai déjà citée. Elle est portée sur la chronologie du Burundi dans les genres littéraires du Rwanda, de l'ancien Rwanda. Et on les retrouve également dans ce livre, en abrégé de l'ethno-histoire du Rwanda, qui a été publié dans les éditions universitaires du Rwanda, à Butare, en 1972. Alors, les principaux genres littéraires de base relevés par Alexis Kagame sur lesquels on peut s'appuyer pour reconstituer l'histoire du passé sont de 4 catégories. D'abord, Ubwiru, le code cérémonial ésotérique de la dynastie, qui est considéré comme le genre littéraire le plus anciennement créé des traditions rwandaises. La conservation de ces poèmes était protégée, imaginez-vous, par la peine de mort, pesant sur le fonctionnaire qui en aurait altéré le passage, par ajout ou par omission, au moment des cérémonies. Wabwiza rero kubishikiriza uko biri atakintu na kimwe wongeyemo canke ukuyemo. Alors, cela ne sera pas retenu par l'ethno-histoire parce que ésotérique. Donc, ce qui va nous intéresser surtout en ce qui concerne l'histoire, ce sont les autres catégories de genre littéraire qui vont suivre. Ubucurabwenge, littéralement le forgement de l'intelligence, de la signification réelle du poème généalogique de la dynastie. Alors, depuis des siècles, l'auteur nous apprend qu'une famille avait été chargée de conserver ce récit et de lui ajouter un alinéa à chaque nouvelle intronisation d'un monarque. Le chef patriarcal devait veiller à cette charge. Et son fief traditionnel se trouvait à Karama, à quelques kilomètres du site de Kabgaï. Pour vous dire que ce qui est raconté, ce n'est pas du blabla, ce sont des choses qui sont inventées. Non, il avait une résidence géographique quelque part. Et le dernier monarque dont il parle, qui a été inséré, c'est Mutare III, le Dahingwa. Alors, on note aussi que le poème généalogique a conservé l'ordre chronologique des monarques Banyiginya. Alors, la troisième catégorie, ce sont les bitekerezo by'abami ou l'histoire des rois. Les récits ou la chronologie des règnes, c'est la même chose. Ce genre littéraire se compose des récits concernant Gihanga, fondateur officiel supposé de la dynastie des Banyiginya. Mais c'est du successeur appelé roi de la ceinture et ne sont objets d'aucun récit. Les récits dont nous parlons suivent la liste fournie par le poème généalogique et commencent par le règne de Ruganzu Ier Bwima dans les années 1312 et 1314. Alors, dans son calcul, Alexis Kagame accorde à chaque génération une moyenne d'âge de 33 ans. Donc, son monarque était le 8e de la liste. Et nous allons retrouver au numéro 11 le roi Mibambwe Ier, Mutabazi, dans la période de 1411 et 1444, dont le règne correspond
à la période d'Ontare Rushatsi. C'est ici que nous commençons à être intéressés justement, et donc par ce parallélisme qui est fait au niveau de notre pays. On note aussi que la moyenne d'âge que nous venons d'évoquer ne se fait pas au hasard. Elle a été adoptée à raison des vérifications scientifiques historiques sur les généalogies de la culture européenne, faites par un professeur que je ne connais pas, le professeur Faust de Battaglia. Les moyens modernes de datation, la date précise de certains phénomènes naturels, comme l'éclipse totale du Soleil, qui se serait produit le 30 mars 1980, bagashako la précision, entre 10 et 15 minutes après midi. Vous voyez que c'est vraiment très, très précis. Et d'autres, ce sont des indications qui aident réellement à relever, à affirmer que tel événement s'est produit à telle période et sans hésitation. Alors, les imitaires qui commencent avec le règne de Ruganzo à Bwima, les mémorialistes s'en sont transmis le texte n'appartenant pas à une famille patriarcale comme des responsables des poèmes généalogiques. Alors, ce n'étaient pas des fonctionnaires attitrés comme les poèmes dynastiques, mais de simples et donc spécialistes. En quatrième lieu, il y a les mitwe y'ingabo n'amasekuruza, sinzi ko nakivuze neza ipati, amasekuruza, les armes et les généalogies familiales. Vous voyez, je vois le mot sekuru, amasekuruza, donc les armes et les généalogies familiales. Alors, on note ici que chaque monarque avec sa propre compagnie de règne, composée d'intore, et qui étaient initialement des enfants des sujets directs de la cour. Ils étaient formés par des instructeurs et recrutés par Amutware Urugo Gumwami, donc à savoir le chef de l'enclos familial, et chaque première compagnie du règne recevait une appellation qui devait rester perpétuellement celle de l'armée en fonction. Alors, cette dernière était composée par plusieurs autres compagnies, composées par de petits frères et des premiers. Donc, vous avez des by'umuryango, maze barabihana. Alors, le dernier genre porte sur ibisigo, les poèmes dynastiques. Iniwacu tuvuze ibisigo badushaka kuvuga ibinyamwonga bikunda gutera ubwoba. Alors, ces bisigo, d'après Kagame, constituent le pivot des traditions historiques et se situent probablement à la même époque que les récits et chroniques des règnes et le poème généalogique. Et les Bisigo s'appelaient initialement Ibigneto, du verbe kunyeta, grandir ou exalter. Il en fait un poème où tous les monarques de la lignée étaient exaltés, chacun au moins dans un paragraphe séparé des autres. Alors, à partir de Ruganza II Ndoli, leur composition couvrait 13 générations jusqu'au règne de Mutara III Rudahigwa. Voilà donc pour ce qui concerne la première partie. Alors, la deuxième partie parle des origines dynastiques du Rwanda et du Burundi d'après les mêmes sources rwandaises. D'abord, avant la réunification du Rwanda, on constate qu'il y avait de nombreuses dynasties claniques et donc dans ce pays. Et il y avait la dynastie, par exemple, de ce qu'on appelle les Barenge. Il y avait la dynastie des Banyiginya. Je pense qu'il y en avait qui avaient même préexisté. Alors la dynastie des Abongera, la dynastie des Benengwe. Les Benengwe, c'est un gras qu'on retrouve aussi au Burundi. La dynastie des Babanda, etc., etc. Donc, chaque chef de clan finalement organisé sa propre dynastie, qui était en réalité une dynastie d'émanation familiale. Et le fondateur de la dynastie était donc le super patriarche. En deuxième lieu, les origines de la dynastie Banyiginya qui créa le Rwanda. Alors, on raconte que Gihanga en fut le fondateur
fut le fondateur supposé de la dynastie des Banyeginya. Alors, cette dynastie se situerait à l'époque médiane des immigrations qu'on appelle hamitique. C'est un terme qui est assez controversé au niveau de la littérature d'histoire. Donc, cette dynastie se situerait à l'époque médiatique des immigrations hamitiques qui se sont arrêtées au Rwanda. Cette dénomination Banyiginya signifie une noblesse ancienne jointe à une fortune également ancienne. Naho wari umunyiginya iyo ubwo butunzi utakibufise ibyo nasomye n'ukiriwe. Donc c'était lié à une certaine aisance et donc matérielle. Et cette dynastie avait également un totem, Umusambi, qui est la gris couronné. Les gris couronnés, on les connaît très bien dans notre pays. Alors, le nom du clan est calqué sur celui du roi Yuhi Ier Musindi. Et on peut aussi parler du clan de Banyiginya pour lui. Alors, deuxième chose, l'ancêtre de cette lignée, dans d'autres paragraphes, on raconte qu'il s'appellerait Sabizeze ou Sabizeze, je ne sais pas. Sabizeze, voilà. Et il a été présenté comme naissant du ciel et que son corps aurait été devenu Sabizeze. Voilà. Et son corps a été d'une jarre de lait. Son père, Nkuba, etc. On raconte beaucoup de choses, en fait, de caractère mythico-religieux. Et bose barabita ukuntu kugira ngo babe koko ibihangange bashobora kwemerwa kugira ngo bashobore kwitwa ko batwaye igihugu. Alors, les mémorialistes de la cour disent que Gihanga a été vraiment le fondateur de la dynastie des Banyiginya et que ses successeurs jusqu'à son premier Samukondo sont Abami Bumushumi, ce qu'on appelle le roi de la ceinture, tandis que les suivants, c'est-à-dire à partir du roi Ruganzu Ier Bwimba, sont appelés Abami Bibitekerezo, donc les rois des récits. Alors, c'est ainsi que le poème généalogique Ubucurabwenge numéro 6 nous donne 42 noms. Alors, on en a soustrait 12 qui existaient avant Gihanga, dont le caractère était plutôt symbolique. Alors, ce seraient des noms fictifs étroitement liés à l'origine céleste les plus reculées, mais sur un plan qui n'a rien à commun avec l'ethno-histoire. C'est pour cela qu'on ne les a pas retenus, disons, dans cette histoire, dans cette ethno-histoire que nous sommes en train de décrire. Et des rois de la ceinture d'Ossis sont confirmés par d'autres sources en dehors du poème généalogique. Alors, c'est ainsi que la liste des rois a été ramenée à 26, dont personne ne pourrait douter de l'existence. Et il y a une liste qui les énumère toutes, et on note que la liste de ces monarques, avec les dates approximatives de leurs époques, basée sur cette moyenne de 30 à 33 par génération. En commençant par Gihanga, je vais vous donner plus tard les références précises où vous pouvez trouver donc la succession de tous ces rois. Arrivons donc maintenant au troisième chapitre qui nous intéresse davantage, les origines de la dynastie Ganwa du Burundi, selon les sources rwandaises. Dans ce livre, Umurage w'amateka y'u Rwanda Gakondo, et qui a été publié en 2004, comme je l'ai signalé tout à l'heure, 2014, excusez-moi, Apollinaire Muvunanyambo parle des origines de la dynastie Ganwa du Burundi et de la période approximative du règne du Rwandare Rushatsi-Chambaranama. D'après lui, la dynastie Ganwa du Burundi daterait du roi Mibambwe Ier Sekarongoro Ier Mutabazi, n'amazina atatu. Le roi Mibambwe Ier Sekarongoro Ier Mutabazi. Alors, il situe cette période entre 1411
et 1444. 1411 et 1444. Vous comprenez bien qu'il s'agit du XVe siècle. Alors, lui met entre parenthèses que si ce n'était pas cela, ce serait vers la fin du règne de Kigeli Mukobanya, qui a régné entre 1378 et 1411. Mugabo mu bindi bitabo byose twagize turasoma iyo version ya mbere nivugwa. Et donc 1411 et entre 1411 et 1444. Sabwe mukuri Mukobanya nawe ni entre 1378. Bon, mu gitabo we yanditse uko ndabivuze Mukobanya. Yego niko wabyandika. Donc entre 1378 et 1411. Mugabicho, il n'y insiste pas. Il le signale tout simplement entre parenthèses. Mais la date la plus probable, d'après les études qui ont été faites et qui ont été confirmées par Alexis Kagame, Nizo Zambere. Alors, comme preuve de ces propos, les preuves, comme preuve de ces propos, l'auteur rapporte que dans les premiers et Mibambwe premier se sont entraidés pour mener la guerre au Bunyabungo. Alexis Kagame lui-même rapporte cet épisode comme suit. Une affaire grave hantait le monarque du Rwanda, Mibambwe Ier. La mort de sa mère qui devait venger, mais il ne s'estima pas assez fort pour attaquer tout seul le Bunyabungo. Il réussit cette fois-ci à décider de s'allier Muhoza, successeur d'Onsoro II, Sangano, du Bugesera, et dans le premier Rushasi du Burundi. Les deux alliés, en même temps que lui-même, attaqueraient le Bunyabungo et feraient un butin chacun pour son propre compte. Un commandement unifié n'était pas concevable. Du fait, le Bunyabungo ne put résister aux trois invasions simultanées. Le monarque de ce pays tomba cependant dans l'arc des guerriers du Bugesera. Ce qui revient à dire que Nare fit contempler de Mibambwe Ier au XVe siècle. Donc, c'est un fait historique. Baravuga ko abami babiri bagize bakoranye ntuze uwo mu Rwanda niwe yatabaje mu Burundi ati jewe hari ibintu bigoye n'abarufashe kandi ikindi twababwira nuko ayo matariki awanye pratiquement nayo ntuze Charles Baranyaka nawe nyine donc ashikiriza nguko c'était au 15e siècle. Alors, selon Apollinaire Muvunanyambo, nous revenons. Apollinaire Muvunanyambo, twebwe turamuzi na nyakubahwa padiri ntabona hari inama twigeze gutumirwa mu gihugu ca Malawi hanyuma duhwanira muri iyo nama yari inama yo kurwanya amabi akorerwa donc abakenyezi n'abigeme. Jewe bari bantumiye en tant qu'expert pour ce qui concerne la question du genre. Habaduhanirayo nabo bari batumiye en tant que donc des leaders traditionnalistes bo mu Rwanda biri kumwe n'undi muntu w'umunyarwanda. Un homme qui a évolué d'ailleurs à une certaine période ici au Burundi comme réfugié. Il y a même dans les enquêtes qu'il a faites, il a interrogé donc après il nous a dit qu'il avait déjà écrit sur cette histoire et au passage dans ce pays il m'a donc remis comme cadeau ce livre et donc je l'ai ici, je pourrais peut-être vous le montrer si jamais vous tombez là-dessus dans une bibliothèque. N'hésitez pas de l'acheter. Il est écrit en Kinyarwanda, il pourrait vous renseigner sur pas mal de choses. Alors, selon Apollinaire Muvunanyambo,
C'est à l'époque, donc l'époque de la venue d'Ontare Rushatsi, c'est à l'époque où Machira, fils d'Onguba, s'était réfugié au Bugesera et où Mibambwe Ier attrapa pour la première fois Nduga qui venait d'assassiner Nguba. Le territoire du Bugesera était très grand et partageait ses frontières avec le Rwanda. Donc le Bugesera yari royaume ukwayo et à cette période. Donc le territoire du Bugesera était très grand et partageait ses frontières avec le Rwanda, le Gisaka, le Buha et le Bungwe. Il s'étendait jusqu'à Ngozi avec la partie orientale de Kayanza. Et une partie de cette entité géographique couvrait Kirundo et se prolongeait jusqu'à Karuzi et jusqu'à la frontière avec le Buha. Et en ce temps-là, tout le Bugesera fut frappé par la famine et Machira qui y résidait s'était rendu à Ngozi pour se promener. Il explorait toutes les voies possibles pour organiser son retour dans son pays en prenant comme couverture les Benengwe avec lesquels il avait une frontière commune. Bon, bakavuga ibintu byinshi muga entretemps dans le Bugesera haduka imfyisi zikaze cyane zari zaramaze abantu. Pour pouvoir les calmer, on devait donc les citoyens se rallier mu kubashira intuzenya ibyo zirya nabyo turabizi ni bitungwa ni n'amapfizi y'inka intuzenya y'ikonsoro. Alors les devins ne cessaient pas de prédire yuko ibyo bizohera ari umuntu azoza kukiza iyo ntara yo mu nzu yo mu Bugesera ngo mu byo bari barabonye mu ntuzenya mu ndoto. Alors il se fait que Karemera, le futur Ndare Rushatsi, c'est une autre appellation qu'il faut retenir, était un chasseur redoutable des lions, était reconnu pour son courage avec sa milice. On signale qu'il était du clan des Bahanzi. Les origines, qu'il était du clan des Bahanzi et qu'il était fils de Sinzi. Celui qui a été le premier roi du Burundi, portant le nom de Rushatsi sous le règne de Mibambwe Ier, c'est Karongoro Mutabazi Ier. C'est toujours Apollinaire qui l'affirme de cette manière. Alors, Karemera était tardivement mis au courant du sinistre provoqué par les lions dans le sud du Bugesera. On rapporte qu'il en avait été informé directement par Machira, tel que le rapporte Charles Waranyanka. Cet homme était un devin de Renault, respecté, et écouté partout, capable de prédictions précises, avare de ses prophéties et ne lui échappant que dans ses nombreux accès de colère. Fin de citation. Alors d'autres disent que Machira a pris du temps pour lui révéler cette situation. Karemera finit par le savoir à cause des sautes d'humeur de Machira. Machira semble que c'était un homme très nerveux. Alors, dans un excès d'énervement ou de colère, il a fini par le dire. C'est ainsi qu'il a pris la décision de partir avec ses guerriers à la charge du sud de Bugesera. Et les lions qui semaient la terreur ont été acculés à prendre la fuite. Les assaillants se sont alors installés sur place. Karemera, vêtu d'une peau de mouton, encore une fois, l'image de la peau de mouton, s'est assis sur le lion qu'il venait d'abattre dans l'attente de l'arrivée des habitants et qui passaient pour distribuer leurs biens, leur bétail en fait. Alors, à la vue de Karemera assis sur le dos d'un lion tué, les résidents qui avaient été terrorisés ont été, une fois de plus, tous stupéfaits et ils ont continué à faire leur offrande comme à l'accoutumée, mais néanmoins ils sont allés informer les devins et Karemera a compris que la population l'a pris pour un homme extraordinaire. Umuntu ashobora kwica intuzenyi intare abandi bose byari byarabananiye. Mais il ne disposait pas encore d'une armée suffisamment organisée pour gagner une bataille et diriger un pays dont il n'avait pas hérité de son père. Il fallait un autre signe de victoire. Alors, c'est ainsi que Karemera constituait une milice qui était réputée pour son courage hors de pair. Il a continué à chasser et à cette nouvelle, le roi de Bugesera donna l'ordre à son armée pour aller voir cet homme qui s'était arrogé le droit de se tailler une partie de son territoire.
Mais son armée fut mise en déroute, car toute la population s'était rangée du côté de Karemera, parce que c'est lui qui finalement avait été leur sauveur. Alors, les gens qui avaient participé à la bataille avaient utilisé des arcs appelés Imirundi. Retenez ce mot parce que ça va revenir dans ce qui suit. Les gens qui avaient participé à cette bataille avaient utilisé des arcs appelés Imirundi de ces forces armées. Alors, la plupart d'entre eux étaient des clans de Banyakarama. Banyakarama, on ne précisait pas dans l'ouvrage de quelle ethnie connue au Burundi ils étaient. Alors, pour se préparer à être admis définitivement au sein de l'armée, il fallait tout tenter pour s'y préparer. Ces gens ont continué à porter le titre d'Emirundi y'ingabo za Karemera. Imirundi y'ingabo za Karemera. Ubwa mbere c'était les flèches, Imirundi, mugabo toute la yiswe Imirundi y'ingabo za Karemera, qui a été plus tard appelé Ndale Rushatsi. Il y revient. On l'a vu en effet avec ses cheveux en broussailles. De nouveau, l'image donc des cheveux crépus, cheveux en broussailles, assis sur un lion. Alors, la population a transformé son mot Imirundi y'ingabo en Barundi. Urumva mwumvise Imirundi, qui étaient des arcs, qui étaient utilisés donc au départ. Imirundi y'ingabo zitinda ziba toute une armée, et finalement ça devient tout un peuple, Abarundi. De son côté, Karemera s'était suffisamment préparé. C'est parce qu'en effet, certains de Bapfumu lui étaient hostiles auparavant. Machira avait dit lui-même qu'il était un devin bien connu. La mise en déroute de Léopard Karemera, à la mise en déroute de Léopard Karemera, les chefs de clan sont venus voir cette illustre personnalité et qui avait osé s'attaquer aux lions, les tuer et les chasser définitivement de leur territoire. Et la population, tout bonnement, donc s'est rangée derrière lui. Leurs vaches relevaient désormais du domaine d'Onare, suivant la tradition selon laquelle tout le bétail appartient au roi. Urabona izo nka bahora bagenda bagemurira ya mfisi. Izo mfisi zigatinda zikirukanwa na Nuzenya na Karemera. Izo nka bahora bahereza izo mfisi ubu zigiye kubiza Karemera. Hamwe ibyo bisigura hamwe iniwacu bavuga bati umwami ibyaratunze afite zari inka n'imirima. Donc c'est ainsi que dans la tradition a retenu que tout le bétail appartient au roi. Alors, il insiste l'auteur pour revenir sur le fait que le terme Imirundi a été introduit par Karemera, qui connaissait bien les us et coutumes du Rwanda. Il avait aussi une autre signification au Rwanda. En effet, les gardiens des vaches du roi devaient se comporter comme le feraient leurs propriétaires. Parce que ceux qui prenaient l'âge, vous revenez d'office. Donc les vaches qui prenaient l'âge revenaient d'office à leurs gardiens. Les vaches en votre possession s'appelleraient Imirundi Nyambo. Mirundi Nyambo. Ego, parce que si à la cour royale, l'on prend la décision de constituer notre troupeau de bétail royal, vous serez appelé à donner des génisses parmi les autres gardiens des vaches du roi pour constituer un troupeau consistant. Votre troupeau est un troupeau consistant. Alors, un autre point important, c'est que l'auteur indiquait que Karemera a initié les mémorialistes, que d'après lui, il aurait convoqué du Rwanda parce que lui-même était un descendant d'Ondoba, fils d'Ondahiro. Je voudrais vous signaler quelque chose entre parenthèses, c'est que Apollinaire lui-même étant des mémorialistes, il peut vous citer des extraits entiers, donc il paraît que quelque part des choses qu'il connaît bien. Donc, on dit ici qu'il aurait initié les mémorialistes qu'il avait convoqués du Rwanda
Alors, ces mémorialistes sont venus se mettre ensemble avec les sages anciens du pays pour l'introniser comme roi porteur d'inodonari. Tous les citoyens n'ont pas été appelés Imirundi, mais Abarundi. Abarundi, Donare Rushatsi. Au lieu de continuer à être appelés habitants de Bugesera, comme c'était le cas avant. C'est ainsi que le Bugesera décide de devenir ainsi le pays des Barundi, Donare Rushatsi. Et le pays a été ainsi appelé au Burundi parce que ses habitants étaient désormais appelés Abarundi. Nimwe nababwira nti turaza guhava tubabwira ibyo ini de version ivuga sur l'origine donc des mots Abarundi au Burundi. Alors, on continue donc à montrer comment Ntare Rushatsi a conquis beaucoup de royaumes dans les environs, et notamment celui du clan de Benengwe, celui de Buha, de Bugesera, celui de Bahondogo, et qu'il avait mis même en péril les autres pays voisins. Je n'ai pas osé avancer dans le texte que dans ce pays, il y avait également donc le Rwanda. Alors, Karemera devenu Ntare Rushatsi s'est mis à combattre les Bahondogo, à qui il ravit tout le Bugesera du Sud. Ses descendants ont continué à faire preuve de bravoure et se sont taillés une part de du territoire d'Iboua. Et ces rois du Burundi ont continué à faire preuve de bravoure à l'époque au point d'attaquer certains pays voisins. Mais vous aurez vu aussi qu'ils n'ont pas gagné que disons, des victoires. Vous avez vu qu'à d'autres périodes, dans les présentations qui ont été faites, les Barundi aussi ont été souillés, et donc certaines défaites, certains échecs, notamment quand donc, un des rois s'est aventuré à l'intérieur du Rwanda. On a taillé pratiquement toute son armée, lui y compris. Alors, dans ces investigations, l'auteur a été informé par les princes ganois du Burundi, qui n'ont pas d'ethnie comme les autres Barundi, mais que leur clan est celui des Bahanzi. Leur clan serait celui des Bahanzi. Au Rwanda, on les appelait Abene Muhanzi, dont Karemera est descendant. Karemera n'oublie pas maintenant qu'il est devenu Ntare Rushatsi. Le même auteur a demandé à un prince mutare du Burundi, du nom de Muvunanyambo, yari mazina yiwe, de quelle ethnie était Ntare. Il a répondu qu'il était du clan des Bahanzi. Nous, nous avons dit à Kinyarwanda, on les appelle Abene Nyamuhanzi. Mu Kinyarwanda niko babita. Il est noté que Nyamuhanzi était fils d'Ondoba et frère de Samembe. Je ne sais pas si je prononce correctement donc le nom. Et qui aurait régné dans la période de 1246, entre 1246 et 1279, et qui était grand-père de Ruganzu Ier de Bwima. Mais Alex Kagame, quand il a affirmé que le roi du Burundi au pour ancêtre commun, Gihanga, il le dit aussi, Gihanga qui a régné entre 1091 et 1124, et qui serait le même que celui des monarques du Rwanda. Voilà donc ce qui est dit sur cette histoire assez passionnante. Je pense qu'actuellement, on pourrait parler plutôt du troisième cycle. On avait parlé du cycle de Kanyaro, du cycle de Buha. Maintenant, ce sera notre cycle, celui de Bugesera. Alors, qui est Ntare Rushatsi? Charles Baranyanka en a dit beaucoup de choses, je ne reviens pas. Je pense que donc, notre ami Jean-Marie, donc là, clairement dit. Mais ce que personnellement je retiens, c'est que c'est quand même un personnage important qui est venu à être proclamé roi parce qu'il avait libéré donc d'un danger grave un pays, un territoire,
le site du Bugesera, et que ses origines aussi n'échappaient pas aux mythologies qu'on a observées auprès des autres rois qui ont été créés donc dans la région. Et une autre chose qu'il faudrait retenir, c'est qu'il y aurait effectivement une probabilité de l'origine des Baganwa du Burundi en provenance donc de l'ancien Rwanda. Et alors, quant aux questions qui ont été posées, je pense qu'on va vous laisser le moment de répondre donc vous-même pour savoir réellement si, avec toutes ces informations que nous avons ramassées à droite, à gauche, nous avons pu parvenir à répondre aux préoccupations qui étaient celles du maître de nos conférences ici, et savoir qui était Ntare Rushatsi, twumvise une des versions qui porte sur son origine. Et dans la version que je viens de présenter, on a montré de qui il était né, mais encore une fois, il ne faut pas l'affirmer à 100%. Je pense qu'il faut vraiment d'autres recherches. Ce qu'il a fait, et tout le monde est d'accord qu'il a grandi dans le territoire du Burundi. On vient de parler des conquêtes qu'il a faites, et donc notamment au sud, mais aussi ailleurs. Alors, en ce qui concerne donc la progéniture, on ne le mentionne nulle part. Nulle part, on nous a parlé de son épouse, de ses épouses. Donc, on reste encore sur notre soif là-dessus. Alors, s'il n'avait pas de progéniture, comment est-ce que Mwezi Ier est parvenu au pouvoir? Comment est-ce qu'il a pu être proclamé roi? C'est une autre question qu'il faudrait pouvoir se poser. Alors, quels étaient ses rapports avec Kiranga? Dans cette nouvelle version, on ne l'évoque nulle part. Est-ce qu'il y avait des consignes données quelque part au pays? L'agrandir et continuer les conquêtes pour agrandir, pour que le Burundi puisse être un royaume qui s'impose et par rapport aux autres royaumes de la région. Voilà, monsieur l'abbé, ce que je voulais vous partager des lectures que j'ai faites, non pas seulement des livres que vous m'aviez donnés, mais finalement dans un certain nombre de livres. J'ai dû même consulter celui de Moroha et pour vérifier un certain nombre de choses. Je pense que pour ce qui concerne de Moroha, il y a une chose que je dois avoir sauté, et c'est ce qui porte sur les Banyamabanga. Les Banyamabanga, je l'avais évoqué, mais je note que je ne l'ai pas mentionné dans ma présentation. Peut-être je pourrais, avant de clore, vous en dire un mot. Juste un petit mot, excusez-moi. Ivyo buza ko muragira murapoza yandi question atandatu je trouve donc le texte. Yego. Voilà, il y a un point que j'ai sauté, je m'en excuse beaucoup. Et pour dire qu'au Burundi, il existait aussi des Banyamabanga qui étaient liés aux fonctions diverses à la cour du Mwami. Banyamabanga, c'était les grands détenteurs des secrets de la cour. Alors, on avait parmi ce qu'on appelait les Baganuza, qui jouaient un rôle important au moment de l'intronisation, au moment du Moganuro. Les Banyange ou les Biru existaient aussi, et donc les dépositaires des secrets de Kiranga et les ministres de son culte. Il y avait également les Bapfumu, et donc les devins, les magiciens, ça ne manque jamais à la cour.
Alors, on connaissait aussi les priviators, et abavuga ati imvura yataze umwami imvura itaze mu gihugu urumva ko kaba kamubanye, donc il fallait bien qu'il y en ait. Alors, réfrigérateur, ngira ngo nababuza ko inkuba zibara ibintu. Alors, il y en avait aussi qui s'occupaient du culte des marais, le culte des animaux, bya bikoko, za nzoka, z'abasato batoga ibwami. Il y avait aussi ceux qui s'occupaient du culte de feu, tels qu'ils ont été recensés par le professeur Émile Moroha. Alors, ce sont tous ces banyamabanga qui véhiculaient les traditions orales en tant qu'élément indispensable pour la reconstitution de notre passé dans une civilisation de réalité comme la nôtre. Alors, ceux qui souhaiteraient avoir plus de détails, barashobora kugira kubisanga mu gitabo ca Mworoha kuva kuri page 150 jusqu'à la page 152. Là-dedans, on montre aussi donc les origines claniques de tous ces banyamabanga. La plupart, j'ai trouvé que ce sont des Bajiji. Et les Bajiji, je les connais parce que je suis de ce clan. Mais malheureusement, mes parents nous ont toujours caché les secrets. Ils nous disaient que aramabanga yinuze y'ibwami badashobora kuyabwira abana. Donc je n'ai jamais rien su. Mais je sais qu'il passait des périodes assez longues à la cour du roi, mais je ne savais pas exactement ce qu'ils allaient y faire. Ni peuple roi d'Afrique, peuple roi d'Afrique des lacs. D'Afrique des lacs, de l'Afrique des lacs. Voilà. Alors, ibyo byabo banyamabanga muzobisanga donc de la page 150 à 161 parce que il va en détail akavuga neza ico bakora, il les appelle d'ailleurs il est classé parmi l'aristocratie de l'époque. Uramutse uravye ibintu bari batunze amaka baronka ukuntu rero territoire wasanga aribo bazitwara mu by'ukuri. C'était des patrons réellement dans les domaines qu'ils contrôlaient. Donc voilà, monsieur l'abbé, ce que je voulais dire. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails de tous ces banyamabanga. Je pense que c'était déjà suffisamment long, mais je vous en épargne la communication. Merci beaucoup. Grand merci, cher Balthazar. Et j'étais déjà félicité avant même que tu nous parles, car je te connais. Et j'aimerais simplement qu'on avance en posant des questions. Moi, j'ai 3 petites questions. La première n'est pas tout à fait une question, c'est tout simplement une amélioration du texte. Nos mémorialistes ici n'étaient pas moins rigoureux, mais ils avaient une autre perspective. Ceux du Rwanda, ils retenaient par cœur et ils répétaient, mais les nôtres connaissaient les Mabanga. Donc les mémorialistes du Rwanda, à Biru, ici chez nous, Nabanyamabanga. Et c'est sûr qu'ils connaissaient ce qui ont été à l'origine. Tu as parlé de Bajiji, mais Mitimigamba, c'était à Mujiji déjà à l'époque. Donc des gens qui ont demandé à la population d'introniser roi. Donc, ceux qui ont demandé à la population d'accepter le roi Ntararushatsi n'abanyamabanga bonyene ba Mitimigamba c'était extrêmement important. Donc ils n'étaient pas moins rigoureux, mais ils avaient une autre perspective. Ils étaient donc attachés plus surtout aux codes, aux différents codes.
Les deux qui suivent sont des questions. Et Muvunanyambo, notre ami commun, a parlé de Karemera comme du clan de Bahanzi. Il donne une généalogie. Sabahanza, il ne faut pas confondre. Sabahanza n'abahanzi n'abahanzi bavuye kuri Nyamuhanzi. Ese mbe woba uzi hariho genealogy yatanze muri icyo gitabo nyine biriyo yatanze n'iy'abami yiwe iyo ntawe yatanze mu gitabo ntayo abamubyaye hariho akantu bavuga ngo yavutse kuri naka avuka kuri bashikira Nyamuhanzi. oya ndabyavuga mu marezo birekere rero ikibazo cya gatatu ibyo avugamwo ni ntuzira general bajya abami kandi nawe nyene il rejoint ce qui indique que Ntare Rushatsi a réellement dans la période de 1411 à 1444. Yego. Ibyo ni iby'ukuri. Donc la version qui avance la date de la fin du XVIIe siècle, qui est avancée par les historiens que nous connaissons, le professeur Gahamar, le professeur Jean-Pierre Chrétien, et le professeur Moroha. Et les éléments que nous avons, qui sont des éléments probants, et contredisent ces versions. Absolument. Là, ça ne tient pas la route. Ceux qui pensent au XVIIe siècle ne tiennent pas la route. Je pense qu'ils n'osent même plus en parler maintenant. Et la troisième question, c'était Imirundi. Imirundi, ngo niyo yabyaye Abarundi. Kuko ngo abarwanyi ba Ntare Rushatsi bamubwiye bati hakutwita Imirundi umutwita Abarundi, ngo Abarundi bivyara Uburundi. Cyari cyo wobuze ibyo yavuze n'ibigena abashikirije byonyene abo ubivuze uko ndumva ko bifitanye ressemblance. Yego rero ni ibyo bitatu na choses qui se transmettent au niveau de l'oralité. Certaines altercations sont tout à fait possibles. Oui, tout à fait. Rero ni ibyo bitatu nabaza abandi nibakubaze nabo. En fait nibabaze uruditwara kuko narumvise ko bose bwari mwakibaye barabisomye donc turaza gufashanya. Je précise aussi que je ne suis pas historien de formation, mais seulement je m'intéresse beaucoup non seulement à l'histoire du Burundi, mais à l'histoire aussi des pays des Grands Lacs. À l'histoire et à la culture de tous ces pays. Oui. Monsieur l'ambassadeur Balthazar, merci beaucoup. Je vous félicite pour votre présentation qui était claire, comme vous aurez pu l'établir, parce que les zones d'ombre ne manquent pas après. Mais au départ, vous avez parlé d'une fonction qu'exerçait le grand Muganwa Pierre Baranyanga, que son petit-fils ne nous a pas révélé la dernière fois. Une fonction Yamabanga Yibgami. Je n'ai pas très bien, vous parlez assez vite, je n'ai pas très bien noté le passage. Pourriez-vous, monsieur l'ambassadeur, y revenir pour nous donner la précision? Oui, merci beaucoup, Maître Audace. Et je n'ai pas développé donc ce point parce que je pensais que notre ami Jean-Marie lui-même l'a développé parce qu'il en détient réellement plus que moi parce que c'est son grand-père. Je l'ai évoqué parce que je préjuge que son grand chef connaissait beaucoup effectivement dans Mabanga de la cour.
Et donc, si vous donnez encore un peu plus de temps à Jean-Marie, je pense que certainement il pourrait encore en dire un mot. Merci. Il va sans dire que je ne vais pas faire de conférence supplémentaire là-dessus. Non, je n'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit, que je sache tout au moins, à la lumière de ce que j'ai consulté dans l'ouvrage de Charles Balagnyanga citant son père, et également à la lumière de ce que j'ai pu glaner de ce que mon grand-père disait aux uns et aux autres en ma présence. Ce que je sais, c'est que, d'une part, il y a une correspondance, et ça, Charles Balagnyanga le mentionne dans son ouvrage, une certaine correspondance entre Balagnyanga et Alexis Kagame, dans laquelle Alexis Kagame lui-même reconnaît qu'il existait au Burundi cette tradition ésotérique aussi vieille, sinon même plus vieille que celle du Rwanda. Y'abanyamabanga. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est ce que dit l'abbé, la perspective de notre approche sur notre plan culturel est légèrement différente de celle du Rwanda. D'abord, c'est une responsabilité ou bien une fonction plus éclatée qu'au Rwanda, dans le sens où ce n'est pas seulement une seule famille. Il y a des familles issues des familles ganois qui avaient des parties dévolues à elles. Je sais par exemple que mon clan à Bawibe avait des secrets liés au Muganuro. Quand vous parlez à Baganouza, nous sommes concernés, de même que lors du décès des rois et de l'intronisation du nouveau. Mais dans les clans, dans certains clans Yabahutu, il y avait également, comme vous l'avez dit également, certains clans très importants qui détenaient aussi des secrets jalousement gardés et qui étaient déployés dans le cadre du fonctionnement du royaume. Mais je n'en sais pas plus, je ne peux pas dire davantage, je vous remercie. C'est un petit détail à vous fournir, intéressant. Vous avez parlé de certaines fonctions tirées du livre de Moroha, Muravuga, Abaganuza, Banyange, Abiru, et puis certaines personnes qui s'occupaient des secrets des animaux, des secrets de la pluie, etc. Absolument. Moi, j'ai un témoignage direct de ma mère qui me dit que chez nous, commune Mabaye, lorsque le père de mon père, c'est-à-dire Antoine Matumba, venait voir son fils qui était à l'époque son sous-chef. Lorsqu'il venait le voir, les grands ritualistes de la région, chez nous, il n'y avait pratiquement que Abahutu Nabatouan Habatutsi. Et ils se réunissaient le soir. Ce qu'ils faisaient, je ne sais pas, ma mère ne le précise pas. Mais ce qui est évident, et ça, elle me dit l'avoir vu elle-même, à un moment donné, harihui sato, yava mubiti, ikabazamwo hagati un énorme python, et il circulait autour d'eux, et eux continuaient les rituels qu'ils entretenaient, et le python s'en allait, et pendant qu'il circulait autour d'eux, Bacha, paraît-il, ils acclamaient, ils étaient contents, disant, voilà, les ancêtres viennent nous rendre visite, acceptent ce que nous sommes en train de faire, bénissent notre réunion. Je vous remercie.
Merci, messieurs, de l'exposé déjà fait. Vous avez dit, si je vous ai bien suivi, vous avez parlé dans certains solos Sangano. C'est vrai. Solo Sangano. Oui. Dans les versions déjà précédemment exposées, on a entendu de la version du Nord un certain Solo Nyabalega qui revient souvent. Solo Nyabalega. Est-ce que y a-t-il de lien entre Solo Nyabalega et Solo Sangano? Merci. Non, parce que celui dont nous avons parlé, il était situé dans la région de Bugesera, donc au sud du Rwanda. Mais est-ce que cela empêcherait qu'il y ait eu des liens? Karemera, je l'ai vu être évoqué donc dans le livre de Charles Baranyanka, mais il n'avait pas été présenté tel que nous l'avons vu dans ce que personnellement j'ai appelé le cycle de Bugesera. Donc, on voit qu'il y a des évocations qui se retouchent, qui se ressemblent quelque part, même s'ils n'ont pas nécessairement vraiment d'origine commune. Ah oui, c'est parce que seulement je vois, le Solo Nyabalega, lui aussi était roi de Bugesera, qui a été conquis par Nala le Châti. Oui. Donc, je pense qu'il y a peut-être une certaine... Ou peut-être c'est question d'appellation. J'aimerais signaler que ce nom Soro, c'est un nom de dynastie. Donc vous avez un Soro dans le Bugesera, et puis ici chez nous, dans notre tradition, nous avons Soro qui fut le père légal, si on peut dire, de Nala le Châti. Donc, comme vous le voyez, c'est un nom de dynastie dans la sous-région des Grands Lacs. Il se peut qu'on trouve encore d'autres dynasties quelque part. C'est Oboha, ouais, aussi. Ah, Nsoro aussi. Voilà. Donc c'est un nom commun, je pense qu'on ne peut pas en faire un problème. Et nous sommes en face d'une région qui était unifiée à l'époque. Les communications étaient beaucoup plus fréquentes. Donc les rois du Karagwe, de Wuha et d'autres, ils communiquaient tout le temps. C'est ce que j'aime souligner simplement. Oui, J'oubliais que j'avais des... Donc, en réalité, si quelqu'un souhaite bien connaître l'histoire du Rwanda et du Burundi, il faudrait se situer dans un ensemble beaucoup plus large. En fait, la région était lacustre. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'aux origines, toute cette région, ce qu'on appelle donc aujourd'hui donc la région des Grands Lacs, c'était une région qui parlait la même langue. La l'Urbantu, comme le disaient donc les Allemands. C'est-à-dire que c'était des peuples qui disposaient des us et coutumes communs dans bien de choses. Alors même au niveau de la gestion de ces royaumes, au niveau de l'administration, au niveau des gouvernements, moi je ne serais pas étonné que donc les noms se ralliaient, et ainsi de suite. Ce n'est pas du tout étonnant, parce que nous avions en réalité la même civilisation. Je pense que l'abbé Adrien a rappelé à une certaine période que le roi, plutôt le président Omar Bongo, à un certain moment, donc avait voulu rassembler tous ces peuples qu'on appelle en fait les peuples de la civilisation Bantou. Et Bantou, ça n'a rien à voir avec les ethnies, ça se situe uniquement sur le plan linguistique.
Mais n'empêche que la plupart des peuples de ces régions, et qui avaient comme concept qui se terminait par le radical Tuundu, qui ensuite ont été appelés Bantu, avaient un certain nombre de traits civilisationnels en commun. Et donc c'est sûr. Donc même au niveau des noms qu'on peut retrouver entre les différents peuples et les différents royaumes de la région, on trouve des interférences. Merci. En passant qu'au moment où on avait créé le Sisiba, donc le centre de civilisation Bantu, j'étais chef de délégation burundaise pour la première réunion constitutive. J'étais parti avec le professeur Daoubaï Philippe, oui, à Libreville. C'était en 82. Pour compléter ce que vous dites, Excellence, la tradition francophone parle de population bantou et la tradition anglaise, elle, est allée vers d'autres appellations, dont ce qu'ils appellent, eux, les peuples Nguni, par exemple. Les peuples Nguni, N-G-U, Nguni, N-G-U-N-I, Nguni, oui, qui recouvre les gens qui sont dans l'actuel Zimbabwe, Malawi, Afrique du Sud. Mais en réalité, Namibie exactement. Mais en réalité, ces gens sont aussi de langue bantou. Absolument. Parce que moi qui ai vécu en Afrique du Sud pendant 7 ans, j'ai été frappé par des concepts, mais extrêmement complexes, qui sont les mêmes que nous. Par exemple, le terme « gufumbatila » est utilisé exactement comme nous l'utilisons chez nous. Le sens physique, plus je veux dire littéral, et le sens métaphorique. Gufumbatila, donc embrasser, mais également, il parle de Gufumbatila Mahoro, Gufumbatila, des concepts exactement comme nous. Si vous lisez l'ouvrage de l'archevêque Desmond Tutu, No Future Without Forgiveness, il n'y a pas de futur sans pardon, le chapitre qu'il consacre au concept de Ubuntu, vous êtes en mesure de le confondre mot pour mot aux écrits de l'abbé Nabona sur le concept. Mot pour mot. Pour vous dire combien, en fait, ce concept bantou est beaucoup plus large qu'on ne le pense. Et il y a un ouvrage que je suis en train d'écrire. Malheureusement, M. l'abbé Adrien était beaucoup plus rapide que moi. C'est un ouvrage qui porte sur le concept d'Ubuntu à travers la culture burundaise. Mais je le prends d'une façon beaucoup plus globale, beaucoup plus large. Ce que vous venez d'évoquer, effectivement, j'ai consulté beaucoup d'ouvrages qui parlent de ce concept en Afrique australe, notamment pour l'Afrique du Sud et consort. Ce que vous dites, c'est ce que j'ai effectivement trouvé dedans. Et alors, monsieur l'abbé m'excusera, son livre, je vais malgré tout donc, le continuer, et nous nous le présentons de la même manière, et puis ça ne fait que, de toute façon, élargir les ouvertures sur le concept. Je suis vraiment heureux d'entendre cela, il me l'avait déjà dit, il le confirme. Il va écrire lui aussi sur Ubuntu. Et écrivons nous aussi autre chose encore sur Ubuntu. Nous allons semer cela de façon à ce que ça devienne irréversible. Moi aussi, je prévois d'autres aspects d'Ubuntu suite à mon récent livre. Donc, écrivons là-dessus, cultivons la chose de façon à ce que ce soit irréversible, que personne ne soit en mesure de détruire cela. Et absolument. Bonjour à tout le monde. Je remercie beaucoup l'ambassadeur qui nous a fait un exposé vraiment très intéressant. Vraiment, ça faisait longtemps ma présence dans cette séance, mais je me réjouis de me retrouver encore ici. Et j'aimerais
poser une seule question. En fait, dans les années antérieures, donc, quand j'étais dans les écoles secondaires, ils nous racontaient des histoires des origines des rois, de la première roi du Burundi. Donc, il nous a dit cette origine que vous avez évoquée est l'origine de Ngoma. Peut-être que cette histoire est dans les siècles pré-reculants. J'aimerais vous demander si on tient compte de l'authenticité ou de la signification de cette histoire. Si ce sera de l'authenticité ou de la signification, ça nous aidera beaucoup, nous les jeunes, pour nous retrouver beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense pour ma part que ce qui est le plus important, en fait, c'est d'ouvrir le débat comme nous sommes en train de le faire sur la question des origines de nos rois. Et peut-être qu'un jour, on ne parviendra pas à nous entendre sur toutes ces versions, mais au moins on parviendra à dégager un certain nombre de choses communes qui pourront nous éclairer sur les origines des dynasties, non seulement du Burundi, mais aussi des régions des Grands Lacs. Alors, j'ai beaucoup été heureux d'apprendre de l'abbé Adrien Nabona que quand nous allons donc terminer ces conférences qui avaient été organisées autour des origines de Ndale Rushatsi, et donc il comptait organiser d'autres conférences sur ce qui se passait avant Ndale Rushatsi. Parce que le Burundi, même en miniature, existait déjà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant Ndale Rushatsi? Nous avons déjà parlé d'une multitude de royaumes qui existaient. Et lorsqu'on a parlé de deux cycles-là, il y avait aussi, le pays était gouverné quelque part par un ensemble de roitelets. Mais seulement, ces monarques ont pris une dimension à partir du moment où ils ont unifié donc le royaume, où ils ont unifié l'ensemble de ces petits royaumes pour en faire, disons, un État unique. Le royaume du Burundi, le royaume du Rwanda et consorts. Alors, je pense que les recherches doivent continuer. On n'a pas encore terminé. Et peut-être qu'il y aura d'autres découvertes que l'on fera avec ce que nous allons continuer à nous apprendre. Mes chers amis, Balthazar vient de me dire qu'il est pressé, peut-être d'autres aussi. Je vois quand même le doigt levé de mon confrère, comme il est mon confrère, en plus, je ne peux pas ne pas lui donner la parole. Ce sera le dernier s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça faisait longtemps que je ne participe pas à ces conférences suite au programme de l'université, mais je suis heureux de rencontrer, de me retrouver ici et aussi de suivre ce beau exposé. Alors, à vous entendre parler, je me suis posé une question. Est-ce qu'avec l'indépendance de nos deux pays, est-ce que ça n'aurait pas été bon de réunifier le Burundi et le Rwanda plutôt que d'en faire des États, alors que c'est un seul peuple? À vous entendre, le Rwanda et le Burundi, nous sommes un seul peuple. Nous partageons la culture, nous partageons la langue et nous partageons aussi l'histoire. Et pourquoi est-ce qu'on en a fait des États? Est-ce que c'est le rôle du colonisateur ou c'est aussi le peuple qui n'a pas voulu se mettre ensemble, se réunir? Si on parvenait à concilier les points de vue des uns des autres, surtout pour comprendre que nous avons la même histoire et nous avons aussi la même destinée, parce que nous partageons la région des Grands Lacs,
on pourrait aussi disculper ces conflits et ces contentieux qui existent entre nos deux États, kuko ndabona bibandanije ko biri uyu munsi abantu bakaguma bigishwa uko turiko turabibona, hazava hagera igihe uwo twahora twita umuvukanyi nk'uko umwami w'u Rwanda yagize ati ko bingoye reka nikore ku mwami w'u Burundi antabare, tuzoguma turabana nk'abansi, turabana nk'abakeba, ubundi ataco twapfutse icyo twari dusangiye. Nibaza ko doter débat zari zikenewe meme au niveau supérieur, au niveau des décideurs, kugira ngo plutôt ko kubona ivyo bapfa babona ivyo basangiye. C'était mon point de vue. Ikibazo nari mfise muri ko muravuga l'origine de la dynastie Ganois, mwavuze muti harabaye ama dynastie menshi. Alors comment est-ce que la dynastie Ganois a pu s'imposer par rapport aux autres dynasties pour que ça soit une dynastie régnante? Hanyuma avec les accords d'Arusha, avant la conclusion, abaganwa bari basavye ko batubashira mu Bahutu kandi batubashira mu Batutsi. Mushinga nawe jamarara ngaha ngira ngo hazogera igihe tubwire igituma bari babisavye. Peut-être faire un commentaire, mais les autres vont aussi. Oui, oui, tout à fait. Bon, d'abord, ce qu'il dit, c'est une question assez complexe qui nous dépasse dans ce cadre. Mais seulement, je pourrais aussi en donner un point de vue en tant qu'Habonimana. Et je pense que, d'abord, les réalités que nous vivons, ce sont des réalités évolutives. Et ce n'est pas statique. Même ce qui ne serait pas donc envisageable aujourd'hui, il pourrait l'être demain ou après-demain. Pourquoi pas? Pour ma part, je pourrais dire même que cela a déjà commencé. Le jour où les chefs d'État des trois pays donc de la sous-région, donc le Rwanda, le Burundi et la RDC, le Congo de l'époque, avaient décidé de former cette organisation donc sous-régionale. Je pense que c'était un début important de rapprochement. Aujourd'hui, on a l'East African Community. Et nous avons parlé, disons, des pays de la région des Grands Lacs. Alors, le cercle s'est agrandi. Moi, on peut même remonter plus loin, parler des pays d'Europe. Vous savez peut-être à quel point les pays européens étaient divisés. Mais progressivement, ils se sont organisés pour créer l'Union européenne. Ils avaient commencé à une certaine période à 10, et puis à 12. Ils ont continué donc à monter la pente. Je pense qu'aujourd'hui, ils en sont à 27. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent ensemble sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan douanier, sur tous les plans, et pratiquement. Alors, je pense que c'est une question de temps. C'est une question d'évolution du temps. C'est une question de patience. Moi, je ne serais pas étonné, en tout cas, qu'un jour ou l'autre, les pays de la région des Grands Lacs forment tout simplement une entité géographique et commune et qui serait beaucoup plus dynamique que s'enfermer dans un micro-État, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci. Grand merci, cher Balthazar. Avant de conclure, je voudrais moi aussi contribuer à la réponse de mon confrère, à la question de mon confrère. Et d'abord à propos des Waganois. Les Waganois réclamaient d'être une ethnie. Or, nous avons dit déjà que nos ethnies étaient malléables et que nos ethnies s'étaient déjà compénétrées complètement. Que ceux qui ont voulu tout bâtir sur les ethnies depuis le recensement des années 30, c'est pour des motifs politiques. L'ethnie est devenue un fait politique. Si bien que les Waganois
et je le dis à qui veut l'entendre, c'est un simple clan. C'est un clan régnant issu d'un Rushatsi. Tout le monde commence à s'être imposé tout simplement par la naissance. Rushatsi a engendré les Waganois, tout simplement. Et donc, si bien que la question de l'ethnie liée aux Waganois, à mon avis, c'est une question de non-connaissance suffisante de la tradition. Quant à la question du Rwanda et du Burundi à unifier, mais je te réponds simplement en te disant que le ciel t'entende. Mais j'aimerais te dire simplement que du temps d'Andararushatsi, c'était des petits royaumes. Et la culture traditionnelle de ces pays des Grands Lacs était fondée sur des royaumes petits, nombreux, nous en parlerons encore. Et on ne pouvait pas parler d'unification. Et puis par après, quand la politique moderne est venue, et la politique a posé ces nouveaux problèmes. La politique est même, à mon avis, l'art de poser beaucoup de problèmes. C'est sûr et certain. Et alors aujourd'hui, il faut laisser fermenter. Ce n'est plus une affaire automatique. Et la fermentation sera vers l'unité absolument. Parce qu'aujourd'hui, avec la globalisation, les petites entités risquent d'être noyées avec le temps. Alors on a intérêt à travailler ensemble, mais c'est le temps qui le fera. Et rien ne peut, disons, vaincre le temps. On dit que le temps détruit ce qui est fait sans lui. Alors prenons le temps. Alors je conclue en vous disant simplement que la semaine prochaine, je vais faire la synthèse de tout ce qui concerne Ndararushatsi. Et ensuite, nous passons aux vacances. Et au retour des vacances de Noël, nous commencerons le chapitre suivant. Qu'est-ce qu'il y avait avant Ndararushatsi? Là, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous allez même être étonnés. Et merci beaucoup.